C'est évident qu'il y a une forte présence française en Algérie. Enfin, tout le monde, c'est écrit en français, les gens ils comprennent un petit peu. Mais je savais pas qu'il y a eu une guerre d'indépendance qui a été qui a touché tout le monde. Et je connaissais même pas mon histoire en fait. Et donc là, en fait, à la fin de la discussion que j'ai eue avec ma mère, j'en voulais énormément à ma prof d'histoire. Enfin, je suis française, mais je suis. Enfin, mon identité, elle résulte du passé colonial français en réalité. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'enseignement français va jamais m'apprendre mon histoire. Je m'appelle Farah, j'ai bientôt 25 ans. Je viens de terminer mon master de droit des affaires. Dans la vie, donc, je suis juriste en entreprise. Et là, j'ai créé un projet qui s'appelle Récits d'Algérie en février 2020. Et on sort un livre le 25 novembre. Moi-même, je suis d'origine algérienne par ma mère. C'est mon grand-père qui a émigré en France en 1964, donc après l'indépendance. J'ai cette chance, je pense, c'est d'être vraiment proche d'avoir grandi de manière très proche de mes grands-parents, que ce soit côté maternel ou paternel, et d'être très proche aussi de mes pays d'origine. Donc après, c'est le rapport aux vacances. Moi, l'Algérie, c'était le pays des vacances, quoi. Je dis c'était, parce que maintenant, l'Algérie, j'ai l'impression que c'est tous les jours, là, avec Récits d'Algérie. Mais pendant très longtemps, ouais, c'était le pays de mon grand-père. C'est ma culture, enfin, la culture algérienne. Et le pays des vacances en famille, quoi, on se retrouvait tous là-bas. Mon grand-père est originaire de Mostaganem, donc en vrai, j'allais tout le temps à Mostaganem. Enfin, j'ai plein de souvenirs de vacances d'été. Enfin, pour moi, c'était la mer, la plage. Donc Mostaganem, c'est magnifique là-bas, il y a des plages incroyables. Puis c'est se retrouver aussi tous ensemble chez mon grand-père. Non, c'est des bons souvenirs d'enfance, ouais. Tu vois, par exemple, mes oncles et mes tantes, ils sont en France. Et j'ai quand même certains cousins. Enfin, j'ai une tante qui est en Algérie. Mais sinon, là, en fait, c'est vraiment tous ensemble, même si on se retrouvait beaucoup en France. L'été, on se retrouvait tous en Algérie. Et puis, voilà, mon grand-père, il se sentait trop bien là-bas. Donc, ouais, moi, je l'ai longtemps vécu comme vraiment la culture du dedans, genre de ma maison. Ouais, du foyer. C'est vraiment. Enfin, je la vivais beaucoup à la maison, mais pas trop à l'extérieur. Donc, c'est un rapport vraiment très intime, je pense, avec ma culture algérienne. Ouais, vu que c'est ma mère qui est algérienne, et ouais, je pense que la culture aussi, elle se transmet beaucoup par les femmes. Ouais, enfin, s'entendre ma mère parler arabe, cuisiner. Enfin, c'est quelque chose qui se vit, je pense. Pour moi, pendant très longtemps, la guerre d'Algérie, c'était un non-sujet. On n'en parlait pas du tout. Et bizarrement, j'ai plein de souvenirs où on me racontait la colonisation quand j'étais en Algérie et qu'on m'expliquait qu'en fait, là, par exemple, à Mostaganem, il y a vraiment, il y a plein de traces en fait de bâtiments européens. Donc on me racontait un peu ça, mais je visualisais pas ce que c'était vraiment, et surtout je visualisais pas les conséquences que ça pouvait avoir. C'est que mon grand-père parle pas de la guerre d'Algérie. Enfin, pour lui, c'est pas, c'est peut-être ouais des mauvais souvenirs ou quoi. Enfin, aujourd'hui, il m'en parle un peu plus, mais juste, comme je te disais, vraiment pour me faire plaisir. Mais sinon, pour lui, c'est un non-sujet. Il voit pas pourquoi il faudrait en parler, parler du passé. Enfin, pour lui, je pense que c'est douloureux aussi. Mais par contre, par exemple, la description de la colonisation à Mostaganem, c'était plutôt mes oncles qui m'en parlaient, c'était pas vraiment mon grand-père en fait. Donc pendant longtemps, en fait, on m'a parlé des traces, des vestiges de la présence française, mais j'ai jamais, jusqu'à mes 19 ans en tout cas, je réalisais pas ce que c'était. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de pudeur en fait. Et je pense que cette pudeur fait que forcément, il y a des sujets qu'il aborde pas. Enfin, c'est une relation très. Je sais pas, j'ai pas. Enfin, maintenant, j'ose poser plein de questions à mon grand-père. Mais avant, je pense que ça me serait même pas venu. Et maintenant, je le fais parce que. Par rapport à Récits d'Algérie encore. Mais, mais je sais que pendant même. Peut-être. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à penser Récits d'Algérie, j'ai eu peut-être 2 ans où j'ai essayé de me former justement à collecter des récits. Et pendant ces 2 ans, il n'était même pas question de demander à mon grand-père. Enfin, c'est pas le truc qui m'est venu directement. Mais je posais des questions à ma mère, à mes tantes, à mes oncles, mais pas mon grand-père. Mais je me suis dit que s'il m'en avait jamais parlé, c'est que... Enfin, même en plus, ma mère me disait que ça, forcément, il en parlait pas. Et au début, je me suis dit que c'était peut-être trop douloureux, donc je voulais pas forcément lui en parler. Puis après, je me suis dit, bon, on va essayer.
Et petit à petit, finalement, il a fini par m'en parler lui-même. Donc avant que je m'intéresse au récit et que je pense à lancer un projet comme Récit d'Algérie, je savais absolument rien sur la guerre d'Algérie. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont eu des chapitres sur la décolonisation, et moi pas du tout. Franchement, j'ai beaucoup étudié la Seconde Guerre mondiale, genre c'est de la troisième à la terminale, vraiment tous les ans. Mais la guerre d'Algérie, pas du tout. On avait parlé de la guerre d'Indochine, je me rappelle, j'avais fait un truc en histoire en première, une grosse dissertation sur la guerre d'Indochine, mais et je me rappelle que dans mes recherches, il y avait plein de trucs qui étaient en lien avec la guerre d'Algérie. Juste le fait de voir Algérie, ça m'intéressait, mais j'avais pas poussé mes recherches en fait, parce que je sais pas, je visualisais pas ce que c'était. On m'en avait jamais parlé, donc je m'étais pas plus intéressée que ça. Et ensuite, je me rappelle qu'en terminale, j'avais une prof d'histoire qui nous avait dit que. En fait, il y avait un chapitre, c'était l'historien et les mémoires. Et c'était au choix, justement, c'était soit les mémoires de la guerre d'Algérie, soit les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Et elle nous avait dit, on n'abordera pas la guerre d'Algérie parce que c'est trop sensible. Donc au choix, vous prendrez la Seconde Guerre mondiale, si jamais ça tombe au bac. Et voilà. Et ensuite, elle nous avait dit mais retenez juste que c'était une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné. Les relations franco-algériennes. Donc ça m'avait marqué, et je me rappelle que j'étais rentrée à la maison, je racontais à ma mère, et puis elle m'a dit que c'était n'importe quoi, que c'était rien à voir. Mais voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Et donc il y a un vrai déclic qui se crée après la discussion que j'ai avec ma mère. J'avais 19 ans, on était dans la cuisine, et elle me racontait que... en fait, elle me parlait des gens de sa famille, et elle a commencé à me parler d'un oncle, et je lui ai dit que... c'était marrant, parce que cet oncle-là, elle m'en avait jamais parlé. Et elle m'a dit, c'est normal, il a été tué par les soldats français pendant la guerre d'Algérie. Et là, là, vraiment, j'ai l'impression de me prendre une claque. Parce que c'est la première fois que j'ai réalisé la proximité que j'avais avec la guerre d'indépendance algérienne, et que ce soit à la fois temporel et personnel. Parce que du coup, je comprends qu'en fait, c'est le grand frère de mon grand-père, qu'on m'en a jamais parlé, et qu'en fait... après, ma mère, elle me raconte un peu plus de détails, et je réalise qu'en fait, la douleur qu'a pu ressentir mon grand-père, parce que forcément, il n'a jamais pu faire son deuil, vu qu'il a été, il a été disparu, en fait. Ils n'ont jamais retrouvé le corps. Elle m'a directement dit qu'en fait, forcément, il a été disparu, donc juste qu'ils n'ont jamais retrouvé le corps, et que personne n'a pu faire son deuil. C'est juste ces informations-là. Puis après, elle m'a parlé de sa grand-mère, qui a beaucoup soutenu le FLN. Donc plein d'autres détails sur plein d'autres gens, mais ce détail-là en particulier, il m'a marqué parce qu'après, forcément, j'ai posé des questions à ma mère, puis elle me disait, mais tu sais, tu vas rencontrer tel ancien, ils vont te raconter ça. C'est évident qu'il y a une forte présence française en Algérie, tout le monde, c'est écrit en français, les gens ils comprennent un petit peu. Et puis, tu sens qu'il y a une présence. Et donc, en fait, les traces de la colonisation, je savais que l'Algérie a été colonisée par la France. Mais je savais pas qu'il y a eu une guerre d'indépendance qui a été qui a touché tout le monde. Et je connaissais même pas mon histoire, en fait. Et donc là, en fait, à la fin de la discussion que j'ai eue avec ma mère, j'en voulais énormément à ma prof d'histoire. Mais vraiment, je me suis dit qu'en fait, forcément, je suis française, mais je suis... mon identité, elle résulte du passé colonial français, en réalité. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'enseignement français va jamais m'apprendre mon histoire. Le fait justement d'être né en France, d'avoir grandi en France et d'avoir suivi tous les programmes scolaires français, je pense que j'ai une sorte de biais, mais ça a été forcément... ma porte d'entrée, en tout cas, par rapport à la guerre d'Algérie, je l'ai forcément vue à travers la question du devoir de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et en me disant, mais il n'y a pas de devoir de mémoire pour la guerre d'Algérie. Genre vraiment l'étudiante studieuse qui se dit, mais c'est bizarre, pourquoi on ne le fait pas pour la guerre d'Algérie ? Et parce que je me rappelle qu'en troisième, on avait abordé la Seconde Guerre mondiale à travers la lecture de Si c'est un homme de Primo Levi. Et donc, témoignage direct des tortures, horrible. Je pleurais tout le temps. Vraiment, c'était horrible. Donc forcément,
forcément, la question de la mémoire, elle se pose même pas, en fait, c'est évident. Et enfin, je veux dire, la question du devoir vraiment de mémoire. Et je me dis, mais pourquoi pour la guerre d'Algérie, personne ne l'a fait? Et enfin, tu vois, c'est hyper naïf, en fait, mais ça a été ça. Et donc, quand j'ai commencé à... Enfin, donc, après la discussion que j'ai eue avec ma mère, j'ai commencé à vouloir trouver un peu des récits directs, en fait, sur la guerre, et j'en trouvais pas. Mais vraiment, je trouvais Enfin, je trouvais plein de livres historiques, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Plein de chiffres, plein de dates, mais il n'y a pas de récits directs, un peu comme on les collecte. En fait, il y a tout de suite eu le prisme de l'urgence dans la conception un peu de récits d'Algérie et dans la collecte de récits. Et ça fait que se confirmer, en fait. Enfin, même là, plus les années passent, plus malheureusement ça se confirme. C'est de se dire que malheureusement, on perd nos anciens et ils emportent leur mémoire avec eux. Et par là, notre histoire aussi. Et c'est pour ça que c'est un travail... Enfin, je dis beaucoup que récits d'Algérie, c'est ma passion, mais parfois je me dis, j'ai l'impression que c'est ma mission. Quand tu prends conscience de ça, t'as l'impression de... Quand tu t'es donné cette mission, en fait. En fait, je me dis directement qu'il faut que je collecte les récits. Et je pense que j'ai été beaucoup poussée par ma mère, qui m'a directement dit qu'en fait, si je le faisais pas, les gens allaient mourir. Et donc tout de suite, je me mets à les collecter. Et je me rappelle que je lance un appel à témoignages sur Twitter, qui tourne beaucoup. Il y a beaucoup de réponses. Et sur Facebook aussi. Je contacte des associations d'anciens combattants. Et un mois après, je me retrouve à Marseille en train de collecter des récits. Une semaine après, il y a Boalem Bouachache qui m'appelle d'Australie pour me raconter ses récits. J'ai une amie qui part en Kabylie voir sa grand-mère et du coup on fait une trame de questions à lui poser. Et après, là, d'un côté vraiment pratique, Marseille en fait je me rappelle, j'y suis allée avec un ami et j'avais pas de trépied, la caméra tout était bancal, j'avais ramené juste une clé USB je crois. Donc en fait, d'un côté pratique, vraiment, l'idée c'était vraiment juste de se dire que c'est nécessaire, donc on va se débrouiller, on fait comme on peut. Pareil, quand j'étais au téléphone, c'était sur Viber avec Boalem Bouachache, donc il m'appelait d'Australie. J'avais genre 2 téléphones et j'essayais d'écrire en même temps. Enfin, ça n'avait aucun sens en fait. L'idée c'était juste de collecter. Je me suis pas posé la question de la transmission à ce moment-là. On s'est donné vraiment 2 missions, c'est collecter et transmettre les récits et les mémoires. Et donc la collecte, ça passe par ce travail de rencontrer nos anciens, collecter leurs récits, s'adapter au format que eux-mêmes envisagent. Enfin, on ne peut pas filmer tout le monde, il y en a qui ne veulent pas être pris en photo non plus, donc on va juste écrire. Il y en a qu'on va filmer, qu'on va enregistrer, plutôt juste l'audio, etc. Et la transmission, ça passe vraiment par le travail qu'on fait sur le site et sur les réseaux aussi. On essaye mine de rien, on essaye d'avoir un contenu... Enfin, on se rend pas compte, mais en fait, c'est pédagogique, je pense. Et Récits d'Algérie, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu ce que moi, je cherchais juste après la discussion que j'avais eue avec ma mère. J'aurais eu besoin d'un projet comme Récits d'Algérie. J'aurais vraiment eu besoin de ça, ouais. Dans les récits là qu'on a diffusés, parce qu'il y en a beaucoup qu'on a gardé qu'on a archivé juste sur des disques durs en attendant le meilleur format pour les transmettre. Mais parmi ceux qu'on a publiés sur le site et sur nos réseaux, il y a les poèmes de Georges Garrier. Et je pense que ça, c'est un bon exemple de transmission, justement. Où en fait, Georges Garrier, donc, c'est un ancien appelé français qui a été envoyé en Algérie entre 56 et 57. En gros, un appelé français, c'était pendant la guerre, ça a été juste un simple civil qui a envoyé faire son service militaire en Algérie. Et donc, qui se retrouve un peu enrôlé dans l'armée française. Et ils étaient très jeunes, 21, 22, 23 ans. Et pour la grande majorité, ils n'étaient jamais sortis de métropole. Et donc Georges Garrier s'est retrouvé en Algérie à l'âge de 23 ans, je crois. Donc en 1956 et 1957, en Kabylie. Et aujourd'hui, il a mis 50 ans pour parler et raconter un peu ce dont il a été témoin en Algérie. Et aujourd'hui, il fait une grosse... il s'est donné une mission de réparation où en fait il reverse sa pension militaire à des associations algériennes. Je trouvais que le geste était fort. Et il rédige notamment des poèmes. Donc il nous a confié plusieurs de ses poèmes. Et parmi eux, il y a un poème qui s'appelle Corvée de bois, qui nous a beaucoup marqué parce que moi personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était que les corvées de bois. Je ne savais pas ce que c'était avant. Et en fait, c'est une méthode
d'exactions militaires où en fait les soldats de l'armée française faisaient mine de libérer des prisonniers algériens et en fait ils leur tiraient une balle dans le dos. Et donc ce poème-là, on l'a illustré, on l'a interprété et on a fait un accompagnement un peu musical pour transmettre cette mémoire-là. Poursuivant leur mission d'action psychologique, les soldats exultaient d'avoir eu cette fois la chance de trouver par un effet magique celui qui s'avérait une prise de choix. La soirée se passa ainsi que d'habitude, à presser le suspect de questions et de coups. Muet, il résistait face à sa solitude. Malgré tout, le para en vint enfin à bout. Puis au petit matin, la décision fut prise. Le jugeant encombrant, mal en point de surcroît, quelques rudes gaillards, dans cette brume grise, allaient l'accompagner à la corvée de bois. Une courte rafale déchira le silence. La face contre terre comme pour l'embrasser. Le fellah est tombé étant le seul, je pense, d'être de ses remords enfin débarrassé. Un des meilleurs exemples de la difficulté liée à la collecte de récits, vraiment, c'est tout le temps ça, c'est souvent lié à la pudeur. Là, il y a quelques mois, on est allé collecter des récits voisins bretonneux. Et donc, on a écouté un monsieur nous raconter ses récits de la guerre d'indépendance. Mais on avait interdiction d'enregistrer quoi que ce soit. Et il a dit, je le fais pour vous, mais vous partagez rien. Et je crois qu'il nous a même pas donné son nom de famille, je crois. Et je pense que c'est un exemple un peu de la difficulté de transmettre. Et même de collecte, en fait, parce que du coup, malheureusement, on n'a rien collecté. Qu'on puisse vraiment transmettre aujourd'hui. Mais à la base, il savait très bien qu'on allait venir avec des caméras et tout, mais finalement, au dernier moment, il s'est dit non, je préfère pas. Pas de problème, de toute façon, on est là pour écouter. Mais ouais, c'était dommage. C'était hyper intéressant, hein. Mais du coup, on peut rien transmettre. Mais sinon, ouais, plusieurs fois aussi, on doit faire face à des refus, des personnes qui nous disent, ouais... moi, très souvent, en fait, c'est vraiment la même phrase que mon grand-père, c'est ma fille, arrête, concentre-toi sur tes études. Ressasse pas les souffrances d'hier. Et aujourd'hui, en gros, je suis je suis bien, quoi. Je suis pas en situation de guerre ni rien. Je peux me concentrer sur mes études. Maintenant, je peux travailler. Donc, pourquoi parler du passé ? Souvent, je me suis rendu compte que en collectant les récits, c'était la première fois que les témoins livraient ces histoires-là. Même s'il y a la famille, même s'ils ont essayé d'en parler, ils donnent plus de détails, ou le fait d'avoir une personne un peu... une personne tierce, ça les aide, je pense, à se libérer un peu plus. Et aujourd'hui, je pense qu'on est hyper chanceux avec Récits d'Algérie, c'est que quand les personnes sont contentes, sont heureuses vraiment de nous confier leurs récits. Et... donc forcément, il y a un sentiment de fierté aussi. Souvent, en tout cas, quand les petits-enfants nous contactent, ils sont fiers de l'histoire de leurs grands-parents ou de leurs parents. Donc forcément, il y a une volonté aussi de transmettre cette histoire-là, de la diffuser. Mais ça, c'est les retours qui font trop plaisir quand justement les enfants, les petits-enfants disent que en lisant tel article ou tel récit, ils se sont interrogés, eux-mêmes ont questionné leurs grands-parents ou leurs parents, et ils ont découvert plein de choses sur leur histoire. Là, je me dis qu'en fait, ça a servi à quelque chose. Ouais, le but ultime, c'était ça. Et en plus, à chaque fois que j'ai disais ces messages-là, je me disais, la chance, mon grand-père, il raconte rien. Donc maintenant, je suis contente parce que mon grand-père, ça y est, il m'a raconté. En fait, au final, j'ai même pas trop essayé avec mon grand-père. Je pense que c'est important de respecter les silences. Et il faut pas forcer les gens à parler, encore moins quand c'est des questions de pudeur comme ça. Mais ouais, non, là, je suis contente. Et là, dernièrement, en fait, c'était pour les fêtes de l'Aïd en mai. Donc, je suis allée chez mon grand-père et je sais pas, il nous attendait avec ma mère avec des photos de lui pendant son service militaire, plein de photos qu'on n'avait jamais vues. Pas forcément de la guerre, mais de lui plus jeune. Et puis, il s'est mis à raconter. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais juste ce moment-là, parce que, je sais pas, il nous avait jamais raconté. C'est là que j'ai appris qu'en fait, je savais qu'il avait aidé le FLN, mais je savais pas trop ce qu'il avait fait. Donc en fait, je savais que... du coup, j'ai appris qu'il surveillait la présence des soldats français pour le FLN. Et surtout, j'ai appris qu'il a vu son frère...
En gros, c'est son frère qui a été porté disparu, mais il avait dit à son frère de pas aller au maquis au moment où, juste avant qu'il disparaisse en fait. Le livre, c'est vraiment un premier aboutissement de la deuxième mission là, qu'on s'est confiée, celle de la transmission. Et donc on a de la chance de pouvoir transmettre les récits dans un format aussi noble qu'un livre grâce à Face Cachée. Donc le livre sort le 25 novembre et dedans on va pouvoir trouver une vingtaine de récits directs qu'on a retranscrits, illustrés avec les archives des familles ou grâce à l'aide de dessinateurs. Et des articles historiques aussi sur des grandes dates un peu qui ont marqué justement la guerre d'indépendance. Ce qu'on retrouve dans le livre, c'est tout l'aspect précieux de récits d'Algérie qu'on n'a pas voulu mettre sur Internet. Pour pas justement briser cet aspect intime. Précieux. Par exemple, les témoignages qu'on collecte, la majorité on les a pas mis sur le site. Parce qu'on veut pas qu'entre deux posts Insta et puis un shopping sur Zara, on se retrouve on lise un récit. Alors qu'en fait, comme j'expliquais, les récits sont hyper intimes pour nous. Ils sont hyper précieux et tu vois, moi j'ai presque envie que les personnes elles se déplacent pour eux, pour ces récits-là. Il y a une forme de respect un peu des récits. C'est peut-être bizarre à expliquer comme ça, mais et du coup le livre c'est vraiment un format, je pense, qui est hyper respectueux de tout ça. Et à mon sens, c'est une manière aussi de bien le transmettre. On va pouvoir présenter le livre, présenter les récits à travers un livre. Il n'y a pas l'aspect un peu immatériel du site internet qui gâche ce caractère précieux, je trouve. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur friction.co.